Les urgences ressemblaient à un monde suspendu entre espoir et désespoir, baigné d'une lumière fluorescente crue et imprégné d'une odeur d'eau de javel et d'une incertitude rance. Je me suis glissé sur la chaise en plastique dure à côté du lit de Toby, mes genoux se plaignant de cette brusque courbure, et j'ai fixé la silhouette menue de mon fils. Il était à moitié submergé par des draps blancs immaculés, un bras plié au coude dans une posture grotesque qu'aucun parent ne devrait jamais voir. Ses lèvres tremblaient, luttant contre les larmes, mais il refusait de les laisser couler. J'ai tendu la main, lissant les boucles humides de son front, et j'ai essayé d'invoquer la voix calme dont j'aurais besoin. Mon téléphone vibrait dans ma poche, et je l'ai sorti avec des doigts tremblants. Le nom de Camille brillait sur l'écran comme un phare sur lequel je comptais depuis longtemps. J'ai appuyé dessus, hésité, puis j'ai tapé. Toby est blessé. Il a besoin de toi. J'ai appuyé sur envoyer et pressé le téléphone contre ma poitrine, attendant. Mon cœur battait à tout rompre, chaque battement me rappelant la fragilité douloureuse de ce moment. Quand sa réponse arriva enfin, elle me transperça plus violemment que n'importe quel coup. On est occupé avec le dîner de promotion de Margaret. Tu ne peux pas t'en occuper toi-même? Il est sûrement encore en train de dramatiser. Je fixai le message jusqu'à ce que les mots se gravent dans mon crâne. Un léger déclic résonna dans mon esprit, une porte se fermant, un verrou se refermant après des années de déni. Je regardai Toby, la bravoure gravée sur son petit visage pâle, et sentis quelque chose changer irrémédiablement en moi. Je me penchai et déposai un baiser sur sa tempe, essayant de lui exprimer tout ce que je ressentais. Du chagrin, une protection féroce, et la promesse farouche qu'il n'était pas seul. Tu es le garçon le plus courageux que je connaisse, murmurai-je. Il hocha légèrement la tête, me faisant confiance pour nous aider à traverser cette épreuve. Sans plus réfléchir, j'ouvris l'application bancaire et regardai nos vies défiler devant moi, chiffres et soldes. Le solde de mon prêt immobilier pesait lourd, son prélèvement automatique étant programmé dans quelques jours. Le relevé de prêt auto affichait d'autres intérêts. Le compte de service public affichait des avis de retard en gras et en rouge. Mon pouce a survolé chaque lien avant d'accéder au portail hypothécaire et d'annuler le paiement à venir. Puis, je suis allé chez le prêteur automobile et j'ai désactivé ce prélèvement. Finalement, j'ai annulé le paiement des services publics, confirmant chaque annulation avec une résolution silencieuse. À chaque sonnerie de confirmation, je ressentais une libération intense mêlée à l'amertume du rejet. Je ne financerai plus une famille qui refusait de reconnaître mes contributions. Je ne serai plus le fournisseur invisible. Toby m'a serré la main, ses petits doigts s'enroulant autour des miens, et je me suis laissé absorber par la gravité de mon geste. L'application a glissé dans ma poche et je me suis redressé, repoussant mes cheveux humides de sueur. J'ai regardé le visage de Toby, craintif mais calme, et j'ai su que nous avions fait un premier pas vers quelque chose de nouveau. L'infirmière s'est approchée avec un presse-papier, l'air calme et professionnel. Elle m'a expliqué qu'il fallait faire de nouvelles radios et consulter un orthopédiste, puis remettre soigneusement l'os en place avant de poser un plâtre. J'ai écouté attentivement, mémorisant chaque instruction comme si la guérison de mon fils en dépendait, car c'était le cas. Toby m'a regardé avec de grands yeux et m'a demandé doucement, « Est-ce que ça va faire mal, papa ?» Je me suis agenouillé à côté de lui et j'ai posé une main ferme sur son épaule. « Ce sera peut-être un peu inconfortable, dis-je, mais je serai là, à te tenir la main. Et après, on fêtera ça avec une glace et des spaghettis de grand-mère Sharon. » Il parvint à esquisser un sourire las, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux noisettes, et je sentis la détermination d'un parent monter en moi. Je le guidai vers un fauteuil roulant pour la salle d'imagerie. Chaque poussée du fauteuil témoignait de notre nouvelle résolution. L'absence de Camille résonna dans le couloir, mais au lieu d'une douleur sourde, elle alimenta le profond sentiment de protection que j'éprouvais pour Toby. Je le protégerais de chaque injure, de chaque parole inconsidérée. Il méritait un champion. Lorsque le médecin m'appela enfin, je pris Toby dans mes bras et le ramenai à son lit, sentant le poids de notre décision peser sur ma poitrine. Les murs blancs et stériles se brouillèrent autour de moi, tandis que je me concentrais uniquement sur la respiration régulière de Toby. Camille nous avait trahis tous les deux, mais nous ne nous trahirions plus. Cette fracture, aussi douloureuse fut-elle, m'avait libéré de la chaîne d'une relation qui ne nous avait jamais vraiment reconnus ni valorisés. Le temps que le plâtre soit posé et que Toby sombre dans un sommeil induit par les médicaments, j'étais seul dans la salle d'attente, les chaises vides s'étirant comme des promesses en l'air. Je m'y suis affalé et j'ai fermé les yeux, laissant la tension se relâcher de mes épaules. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la douce paix intérieure.
J'avais brisé les chaînes de l'obligation et bâti une fondation sur l'amour et le respect. J'ai regardé autour de moi, les murs stériles, sentant le courage éclore là où la peur avait pris racine. Dans ce moment de silence, j'ai juré de me libérer de fardeaux qui ne nous avaient jamais appartenu. Le souffle de Toby était régulier, et j'ai senti le poids se dissiper de ma poitrine. Nous bâtirions notre propre famille sur la vérité et l'amour. Je me suis souvenu de la première fois où j'étais entré dans la maison d'enfance de Camille, un endroit qui m'avait toujours semblé être un musée entièrement dédié à sa sœur, Margaret. La lumière du soleil filtrait à travers des rideaux transparents et des photos encadrées illuminées qui ornaient les murs. Margaret a 6 ans, rayonnante sous une arche de ballon. Margaret a 12 ans, serrant un trophée de concours d'orthographe. Margaret a 22 ans, assise à un piano à queue, posée et parfaite. Chaque image immortalisait ses réussites, ses étapes importantes, ses moments de gloire, et quelque part parmi ces cadres en velours rouge, je nous cherchais. Mais il n'y avait rien. Pas de photo de Camille et moi le jour de notre mariage, souriant et plein d'espoir. Pas de photo de Toby trottinant sur la table d'un gâteau d'anniversaire. Pas un seul souvenir de la vie que nous avions construite ensemble. Juste là, dans la même maison qui avait été témoin de chaque célébration de la création de Margaret. Ce jour-là, l'air embaumait une légère odeur de lys et de peinture fraîche, comme si la mère de Camille attendait une grande inauguration. Je rôdais dans le couloir, l'aidant à disposer les chaises pour un autre événement qu'ils avaient prévu en l'honneur de Margaret. Cette fois, un brunch à thème pour commémorer son nouveau titre. Camille voltait de gauche à droite, ses mouvements chorégraphiés avec une grâce maîtrisée. « Tu peux m'aider avec les chaises, Isaac » appela-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du murmure de la famille. Une agitation régnait dans la pièce adjacente. J'ai hoché la tête et j'ai rangé une pile de chaises pliantes le long du mur, les alignant parfaitement. Bien sûr, j'ai aidé. Bien sûr, j'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé, car je croyais que c'était la bonne chose à faire, le rôle de soutien auquel je m'étais engagé. Mais à mesure que je travaillais, quelque chose en moi commençait déjà à s'aigrir. Je me sentais comme un machiniste dans une pièce de théâtre où je n'aurais pas le droit d'entrer dans la lumière. Mes reflets se déformaient sur le parquet ciré. Un homme arrangeant des meubles dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mon nom n'était plus qu'un murmure prononcé seulement quand quelqu'un avait besoin d'une faveur. J'ai levé les yeux vers un immense portrait de famille. Margaret au centre, entourée de ses parents fiers et d'une fratrie bien élevée. Le photographe avait immortalisé leur sourire au bon moment. Mais en contemplant la photo, je n'ai vu que les contours de ma propre absence. Une légère douleur m'a traversé la poitrine. Camille est sortie du salon avec un plateau de tasse à thé, les yeux brillants d'excitation. « Parfait, Isaac. Tu es une bouée de sauvetage », dit-elle en posant une main sur mon épaule. Son contact était léger, mais je sentais le poids de son attente peser sur moi. Je me forçai à sourire, arrangeant la dernière chaise et redressant son dossier jusqu'à ce qu'il soit impeccable. Je reculai et contemplai mon œuvre, ressentant une douleur sourde s'installer au plus profond de moi. Nous étions le seul couple dans la pièce, non représenté sur ces murs. Notre famille n'existait qu'au futur, jamais dans l'histoire visuelle que cette maison gardait si jalousement. À cet instant, je réalisais tout ce que j'avais sacrifié, mon sentiment d'appartenance, ma fierté discrète d'être le partenaire de Camille, mon espoir qu'un jour nos étapes importantes compteraient autant que celles de Margaret. Au lieu de cela, j'étais devenu invisible, complice de son ambition, une ressource à laquelle je pouvais puiser quand cela convenait. Je me remémorais les innombrables fois où je m'étais investi dans ses rêves, les nuits tardives à relire des présentations, les week-ends passés à préparer des salles de réception, les week-ends de vacances aux confins de ses grands projets. Et chaque fois, je croyais l'être. Construire quelque chose de significatif ensemble. Mais ici, dans la maison de son enfance, l'omission de toute trace de notre vie était une déclaration cruelle. Tu n'as pas ta place. J'ai croisé mon reflet dans un miroir encadré de laiton au bout du couloir. J'étais là, l'homme que Camille m'avait présenté comme son mari, seul au milieu d'inconnus qui me dépassaient sans un regard. Mes épaules étaient lourdes, accablées par des années de soumission silencieuse. J'aurais voulu parler, dire quelque chose qui les surprendrait et les ferait remarquer, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Comment exiger la reconnaissance quand on a été entraîné à rester invisible? Ma gorge se serra en me remémorant la question pleine d'espoir de Toby plus tôt dans la semaine. Papa, pourquoi n'avons-nous pas de photos au mur chez grand-mère? J'avais haussé les épaules et murmuré quelque chose à propos de l'espace. Mais une petite voix persistait dans mon esprit. De l'espace pourquoi?
Pour qui? Un silence soudain s'installa en moi, et je réalisai que cette blessure intérieure s'approfondissait. Ce n'était pas seulement de la douleur ou de la déception. C'était la lente érosion de l'identité d'un homme sous le poids de la négligence. Je sentais la colère se tordre sous la douleur, froide et précise, murmurant que je méritais mieux que ce rôle de marraine silencieuse. Je me redressai et laissai les chaises derrière moi, me dirigeant vers la porte d'entrée tandis que le repère des préparatifs du brunch s'élevait derrière moi. Je ne regardais pas en arrière. Je n'en avais pas besoin. Les photos au mur disaient déjà tout. Dehors, le soleil de l'après-midi me cinglait le visage, mais l'air avait un goût plus pur qu'à l'intérieur. J'inspirai profondément et sentis ma poitrine se gonfler. À cet instant, je fis un choix. Je ne resterai plus en retrait d'une vie qui refusait de m'inclure. Je revendiquerai ma place, ma valeur et mon droit d'être vu d'abord par moi-même, puis par le monde. Me détournant de la maison qui abritait tous les souvenirs de l'ascension de Margaret, je me dirigeai vers ma voiture d'un pas décidé. À l'intérieur, je laissai échapper un long soupir, savourant la promesse du premier souffle de liberté. Et je savais qu'à partir de ce jour, je serais sur les photos de ma propre vie. Je me tenais derrière le cordon de velours, dans l'immensité. Salle de bal. La douce lueur des lustres projetait un halo chaleureux sur les visages qui scintillaient d'admiration. Les verres en cristal trinquaient dans des toasts polis et les rires ondulaient comme de la soie. J'ai regardé Camille se faufiler dans la foule, ses talons claquant avec assurance sur le marbre poli, tandis qu'elle acceptait les félicitations pour l'ascension exceptionnelle de Margaret. Ces mots m'ont fait mal au cœur. Ascension exceptionnelle. Comme si rien de tout cela n'aurait existé sans l'énergie inébranlable de sa famille. J'ai senti le poids de chaque euro prêté pour couvrir le traiteur extravagant du dîner, chaque centime emprunté à nos économies jusqu'à ce que la prime soit encaissée. La prime qui n'est jamais venue. Victor a levé son verre d'un geste théâtral, le public se penchant vers lui pour son discours. À Margaret, une pionnière dont la persévérance et la vision l'ont menée à ce tournant. Les applaudissements ont tonné autour de moi, et Margaret elle-même rayonnait, ravie d'être au centre d'une telle agitation. Rowan, son jeune frère, a essuyé des larmes de fierté en regardant le moment de sa sœur. De l'autre côté dans la pièce, Camille m'adressa un bref sourire, qui disparut instantanément lorsqu'elle reporta son attention sur les admirateurs de Margaret. C'était comme regarder une photo prise en plein mouvement. Ma présence n'était perçue qu'en passant, puis oubliée. Je levai mon appareil photo par réflexe, cadrant l'expression triomphante de Margaret tandis que Victor lui drapait un bouquet d'orchidées autour des épaules. Dans le viseur, la scène semblait parfaite. Une fille honorée par ses parents, des frères et sœurs rayonnants, une femme prête à conquérir le monde. Je pris plusieurs clichés, chaque clic résonnant dans ma poitrine comme un battement sourd. Mon rôle était clair. J'étais la photographe, la financière, l'observatrice omniprésente. Mais je n'étais pas de la famille. Pas vraiment. J'avalais ma salive et baissais l'appareil, m'adossant au mur du fond pour ne pas gêner. Mon esprit dériva vers Toby, en sécurité chez lui avec grand-mère Sharon, parfaitement inconscient de ce spectacle. Il ne me demanderait jamais de monter sur une scène pareille. Il voulait juste être vu par ceux qu'il aimait ici. Personne ne l'avait demandé. Après notre fils, ni pour savoir pourquoi son père était absent de la vie de son propre fils ce soir-là. Personne ne demandait où Toby se rétablissait. Aucun murmure ne disait que son bras était toujours dans une attelle. J'ai ressenti un frisson malgré la chaleur de la pièce. Comprenant que l'appartenance exigeait plus qu'un investissement financier, elle exigeait un battement de cœur partagé. Je me suis dirigé vers la table des rafraîchissements pour cacher la tondeuse dans mes mains. Des plateaux de saumon fumé et de fromages artisanaux brillaient sous les lumières. Alors que je me servais un verre d'eau, un invité m'a frôlé en murmurant « Quelle chance Camille a de vous avoir ici pour soutenir sa famille. » Chanceux. Le mot avait un goût de cendre. Je fermai les yeux un instant et me remémorai les mois passés à rassembler des fonds, à jongler avec des heures supplémentaires pour répondre à leurs attentes. J'avais cru que ces sacrifices me permettraient de m'intégrer au tissu familial, fil par fil invisible. Au lieu de cela, je restais l'étranger, le filet de sécurité s'étant rompu sous eux. Camille réapparut, son rire surplombant le brouhaha des voix tandis qu'elle acceptait un autre cadeau, un vase orné du logo de l'entreprise. Elle croisa mon regard et murmura « Tout est parfait ». Je haussai un sourcil. « Parfait pour qui ?» demandai-je doucement. Son sourire vacilla un instant, mais elle se reprit en inclinant la tête.
Ne sois pas si dramatique, murmura-t-elle. Son ton était doux, mais définitif, comme pour apaiser une colère d'enfant. J'inspirai lentement et laissai l'eau de mon verre se calmer. C'est parfait. Si tu as le cœur vide, répondis-je d'une voix suffisamment basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Elle me fixa du regard, un éclair d'incertitude traversant son visage avant de se détourner. Dans ce mouvement de recul, je vis la vérité se cristalliser. Elle ne comprendrait jamais. Les applaudissements reprirent et je posai le verre sur la table avec un léger tintement. Je redressai les épaules et replongeai dans le flot de la célébration, les épaules droites comme si chaque centimètre carré de l'espace m'appartenait. J'avais peut-être financé leur indulgence, mais je ne financerais plus mon propre effacement. Ce soir-là, j'étais l'homme qui payait un dîner que personne n'avait vraiment célébré, et la famille dont j'avais acheté l'entrée refusait toujours de me laisser entrer. Je relevai la tête et décidai qu'à partir de cet instant, ma loyauté ne valait que là où l'amour était réciproque, d'abord et avant tout pour mon fils. Ce soir-là, après que le dernier invité se fût écoulé et que les échos des rires se soient dissipés dans un lointain souvenir, je me retrouvai assis au bord de notre lit, le cartable de Toby reposant contre ma jambe comme un allié silencieux. Le couloir derrière la porte de notre chambre était sombre. La maison étrangement immobile. J'appuyai ma paume sur la fermeture éclair métallique froide du sac et sentis le poids de chaque photo non ouverte qu'il y avait rangée. Vacances en famille, costumes d'Halloween, fête d'anniversaire, dont Camille était absente. Son univers s'était mis à tourner entièrement autour de sa famille, tandis que lui et moi étions devenus des personnages secondaires dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je fouillai dans le sac et en sortis son projet d'arbre généalogique à moitié terminé, celui qu'il avait rapporté à la maison ce soir-là. Il m'inscrivit en premier, en lettres grasses et soignées, sous nos noms, Sharon et Henri. Puis il laissa la branche de Camille vide. Sous maman, il dessina une case vide qui semblait vibrer d'une accusation discrète. Ma gorge se serra en lisant son mot écrit au crayon. Ne me connais pas bien. Mon cœur se serra à cette lueur. Pourtant, à cet instant, je réalisais combien son honnêteté était libératrice. Il n'y avait aucune honte à reconnaître l'absence d'amour. Il n'y avait que la vérité. J'ôtai mon alliance et la posai sur la table de chevet, son anneau d'or accrochant le bord d'un rayon de lune. Il me semblait lourd, étranger, n'étant plus le symbole d'unité et de promesse que j'avais cru. Je le touchai doucement et me souvins des vœux que j'avais murmurés le jour de notre mariage. Aimer, honorer, chérir. J'avais tenu parole en actes et en silence, en faisant des rêves étranges et en essuyant des larmes. Mais quelque part, en chemin, j'avais oublié que le mariage était un partenariat, et non une servitude. J'inspirais profondément, les rayant le goût du calme et de la décision nocturne. Je me levai et traversai la pièce jusqu'à la commode où nos cadres photos étaient perchés comme des sentinelles. L'un d'eux contenait une photo de fiançailles, Camille souriant radieusement, moi debout à ses côtés, fier et plein d'espoir. Un autre présentait un instantané de notre premier Noël ensemble. Toby se blottit entre nous, inconscient du chagrin qui couvait en silence. Je pris chaque image tour à tour, ressentant le poids de ma complicité et préservant une histoire qui ne nous servait plus. Je les posai toutes face contre terre sur la commode, un jugement silencieux. Ces images appartiennent à un passé qui avait trahi ses promesses. De retour sur le lit, j'ai appuyé mon front contre la couette moelleuse et fermé les yeux, laissant couler les larmes. Elles n'étaient ni bruyantes ni violentes. Elles étaient silencieuses et réfléchies, chacune lavant un éclat de déni. Je me suis autorisé à ressentir toute l'ampleur du chagrin, de la colère et du soulagement accumulés au fil des années. Mon mariage avait été un registre de sacrifices non restitués, d'instants invisibles et non reconnus. Ainsi, dans l'obscurité, j'ai pleuré cette perte, et simultanément, je pleurais l'homme que j'avais été, silencieux, docile et visible. Lorsque les larmes se sont calmées, j'ai glissé la main sous l'oreiller et j'ai sorti la pile de relevés de cartes de crédit que j'y avais cachées. Je les ai feuilletés, chaque transfert de solde et chaque remboursement de prêt témoignant de la confiance que j'avais placée dans les promesses de sa famille. D'un mouvement régulier, j'ai déchiré chaque relevé en deux, regardant les fragments flotter au sol. Je me sentais plus légère à chaque page brisée, comme si cet acte était l'exorcisme d'année 2. Ressentiment. Au petit matin, je me suis installé confortablement et j'ai regardé la pâle lumière de l'aube filtrer à travers les rideaux. J'ai senti des lueurs d'espoir inhabituelles. J'ai compris avec une clarté cristalline que la loyauté acquise était bien plus précieuse que les obligations familiales. Mon fils méritait de grandir dans un monde où son père était un partenaire égal, et non une ombre portée par d'autres. Je me suis levé,
ramassant les morceaux déchirés comme des vœux rompus, et les ai portés à la poubelle. Là, je les ai vidés, m'autorisant à tourner la page. Le temps que Toby remue, s'essuie les yeux et demande le petit déjeuner, j'étais déjà en bas, fredonnant doucement, en mesurant la farine et en cassant les œufs dans le saladier. J'ai mélangé les ingrédients pour les crêpes et, sans hésiter, j'ai ajouté des myrtilles, les préférées de Toby. Il a bondi dans la cuisine, encore à moitié endormi, et m'a serré dans ses bras. Papa, a-t-il murmuré. Aujourd'hui, c'est différent. Je me suis arrêté, spatule à la main, et j'ai croisé son regard. C'est vrai, mon pote, ai-je dit. Parce qu'aujourd'hui, on prend un nouveau départ, chacun à sa façon. Il rayonnait et je lui ai souri en retour, sachant que pour la première fois depuis des années, je laissais tomber le passé pour que nous puissions avancer vers un avenir fondé sur la vérité, la dignité et l'amour véritable. Les paroles du médecin résonnèrent dans la salle d'examen exiguë longtemps après son départ. C'est une fracture nette. Il aura besoin d'un plâtre pendant au moins 6 semaines. J'ai hoché la tête, ravalant ma gorge nouée, agenouillé près du lit de Toby. Ses yeux étaient écarquillés comme des soucoupes, cerclés de rouge par la douleur et la peur. Il m'adressa un petit sourire peu convaincant et demanda, « J'ai été courageux, pas vrai, papa ?» J'ai écarté une mèche de cheveux de son front et j'ai délicatement pressé mes lèvres contre sa tempe. Le plus courageux, ai-je murmuré, la voix chargée de fierté, en regardant l'infirmière envelopper son avant-bras dans la fibre de verre blanche. Je sentais chaque couche se resserrer autour de son petit poignet comme les liens que j'avais trop longtemps laissés enfermés dans ma propre vie. Camille ne s'est pas montrée. Pas un appel, pas un SMS, pas même un « Comment va-t-il ?» Après, je me tenais dans le couloir, adossé au carrelage froid, essayant de reprendre mon souffle. Je tenais toujours à la main l'invitation froissée pour le prochain gala familial de Margaret, celle que Camille avait pressée dans ma paume quelques jours avant l'accident de Toby. Les mots au dos lui passèrent inaperçus dans ce moment de crise. Votre soutien est tout pour nous. Tout pour eux, sauf pour elle. J'ai serré les mâchoires en froissant cette invitation dans mon poing. Les fibres du papier me grattaient la paume comme pour me rappeler des promesses que je ne tiendrais plus. Arrivé au parking, les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes et une odeur d'huile et de béton m'envahissait les narines. J'ai installé Toby dans son siège rehausseur, en prenant soin de ne pas heurter son bras blessé. Il s'est appuyé contre moi et j'ai enroulé ma veste autour de ses épaules, l'imaginant comme un bouclier contre le monde qu'il avait abandonné. Papa, a-t-il dit doucement, la voix teintée d'un espoir fragile. On peut aller chez grand-mère Sharon? Elle fait de vrais spaghettis. J'ai dégluti difficilement, sentant la boule se former dans ma gorge. Du vrai. Le mot a atterri dans ma poitrine comme un poids, plus lourd que n'importe quel plâtre. Oui, fiston. Chaque dimanche, en conduisant, je jetais des coups d'œil furtifs à Toby dans le rétroviseur. Son plâtre brillait d'un blanc fantôme sur son t-shirt rouge préféré, et la façon dont il tournait légèrement son poignet pour me regarder me brisait quelque chose en moi. Je me suis souvenu des longues heures passées à payer des dîners, des cadeaux et des suites d'hôtels censés créer un sentiment d'appartenance que nous n'avions jamais ressenti. J'ai repensé à la façon dont je justifiais chaque virement bancaire comme un investissement dans notre avenir commun, persuadé que l'argent pouvait acheter l'acceptation ou au moins la gratitude. Cette pensée m'a rendu amer, mais je l'ai mise de côté, me concentrant sur l'éclat dans les yeux de Toby à l'idée de la cuisine de grand-mère Sharon. Lorsque nous sommes arrivés dans son allée, le soleil de l'après-midi a chauffé le porche, et j'ai respiré l'odeur de basilic et d'ail qui flottait. Par la fenêtre ouverte. Sharon ouvrit la porte en grand et prit Toby dans ses bras, son rire doux et sincère. « Oh, mon cher, on va te faire entrer » roucoula-t-elle en frottant sa joue contre son plâtre. Henri se tenait derrière elle, m'offrant un sourire compatissant. C'était un petit sanctuaire de chaleur et d'accueil, un contraste saisissant avec l'indifférence glaciale que nous avions laissée derrière nous. En les suivant dans la cuisine, je réalisais que ce simple fait d'être vu et aimé était l'amour que je recherchais depuis toujours. À l'intérieur, la table était déjà dressée. Une casserole de sauce fumante mijotait sur le feu. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle, projetant une brume dorée sur la pièce. Je m'assis à côté de Toby et regardai Sharon verser des pâtes dans son assiette, faisant glisser une boulette de viande du bout de sa cuillère. Les yeux de Toby s'illuminèrent et il se jeta à l'eau avec enthousiasme, voyant la nappe éclaboussée et un abandon joyeux. Pour la première fois depuis ce qui me sembla une éternité, je n'avais pas à me préparer à la déception. Au lieu de cela, je me suis installé confortablement, laissant l'arôme des tomates et de l'ail envahir mes sens et sentant une paix intérieure s'installer dans ma poitrine.
Pendant le repas, Toby bavardait de l'école, de ses amis et de son prochain match de foot, inconscient de la fracture qui le bloquait. Je me suis joint à lui, répondant à ses questions et riant à ses blagues, mon cœur se libérant à chaque sourire qu'il m'offrait. De l'autre côté de la table, Sharon a croisé mon regard d'un léger hochement de tête, comme pour reconnaître la vérité tacite qui nous unit. Certaines familles sont faites de sang, d'autres de dévouement et de gentillesse. J'ai posé ma main sur celle de Toby et l'ai serrée, jurant silencieusement que je ne me laisserai plus jamais abandonner, ni lui ni moi. Dans cette humble cuisine, entre la lueur vacillante des bougies et la mélodie des rires, j'ai ressenti pour la première fois le véritable goût d'appartenance. 3 jours après notre départ de chez grand-mère Sharon, le téléphone a sonné au moment où je bordais Toby. La douce lueur de sa veilleuse projetait des ombres douces sur son plâtre. Je marquai une pause, le cœur battant la chamade, car chaque bague ces derniers temps me semblait être un examen pour lequel je n'avais pas révisé. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Rowan était contrarié. Mon estomac se serra, mais quelque chose en moi tenait bon. Je balayai pour répondre. Bonjour. Je gardai une voix neutre, me préparant à toute supplication ou accusation qui pourrait survenir. Isaac, commença Rowan, la voix nouée comme s'il avait avalé du verre. C'est Victor. Sa recharge de médicaments n'a pas abouti. Et voilà le paiement de la voiture. Camille dit, on a vraiment du mal ce mois-ci. Il expira, un léger sifflement qui portait des mots d'inquiétude et de culpabilité inexprimés. Je fermai les yeux et m'appuyai contre le chambranle de la porte, me remémorant les innombrables transferts que j'avais autorisés quand je croyais qu'ils étaient un pont vers l'acceptation. Je sentais le vieux besoin de résoudre le problème, de restaurer ce fragile morceau se nouer dans ma poitrine. Mais il s'éteignit sous le poids de ma détermination. Je sais, dis-je prudemment en croisant les bras. J'ai aidé pendant 10 ans. Je laissai la phrase en suspens, attendant la réponse de Rowan. Il y eut un long silence, comme s'il pesait le pour et le contre. Finalement, il dit, pouvez-vous m'aider ce mois-ci? Son ton était un mélange d'excuses et de suffisance, comme s'il détestait demander et se croyait en droit. J'inspirai profondément. Je ne suis plus votre banque. Ma voix était calme, mais d'une fermeté indéniable. J'imaginais les relevés que j'avais déchirés, les invitations serrées dans mes poings, la bague que j'avais mise de côté, autant de symboles de mon refus de cautionner plus longtemps leur indifférence. Le silence de Rowan résonna dans le haut-parleur. Il a une mère, dit-il doucement, comme s'il me rappelait une règle invisible que je défiais. J'ai failli rire à l'idée que la femme qui a ignoré notre fils en pleine crise ait droit à sa protection. Pas une femme qui se présente, répondis-je, l'amertume perçant mes mots. Si elle s'en souciait, elle l'appellerait. Elle lui demanderait de ses nouvelles. Elle refusait de le laisser seul aux urgences, seul avec moi. Je sentais presque Rowan tressaillir. C'est aussi ton fils, murmura-t-il. Une accusation fragile, comme s'il cherchait à savoir si le lien père-fils était négociable. Je fermai les yeux, rassemblant le peu de patience qui me restait. Oui, dis-je lentement. C'est mon fils. C'est exactement pour ça que je ne le laisserai pas grandir en pensant que l'amour se gagne en faisant des chèques. Rowan soupira, comme un homme écrasé par des choix faits il y a longtemps. Camille, commença-t-il, avant de s'interrompre, comme s'il ne savait pas comment terminer sa phrase. Je me souviens de la dernière fois que je l'avais appelé par son nom, quand j'avais demandé de l'aide aux urgences et reçu cette réponse acerbe. Comme ses priorités avaient été si éloignées du garçon au bras cassé. Je suis désolé que tu aies des difficultés, dis-je, me surprenant moi-même par l'honnêteté de mon ton. Mais Toby mérite mieux que ce que toi et Camille avez à offrir en ce moment. J'ai attendu, comme si j'attendais que Rowan me réfute, qu'il affirme que la famille signifiait les obligations qu'on s'imposait l'un à l'autre. Mais seul un silence pesant et définitif s'est fait entendre. D'accord, a-t-il finalement dit d'une voix creuse. Je comprends. Puis il a raccroché. Je fixais l'écran noir, sentant le poids d'une porte qui claquait. Je savais que Camille serait la prochaine à appeler pour exiger des réponses. Mais dans ce moment de silence, j'ai réalisé que le vide à l'autre bout du fil n'était pas vide. C'était le mien. Un espace creusé par des années d'abnégation, résonnant maintenant du soulagement d'avoir pris du recul. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et ouvert la porte de Toby. Il était allongé sous ses couvertures, le regard brillant de curiosité. « Tu vas bien, papa ?» demanda-t-il en se frottant les yeux pour chasser le sommeil.
Je m'assis au bord du lit et soulevai la couverture pour qu'il puisse glisser son bras plâtré autour de mon cou. Ouais, mon pote, dis-je doucement. Je vais mieux que jamais, sourit-il en bâillant, sombrant dans le sommeil. J'éteignis la lumière et restai sur le seuil, le regardant respirer, sentant le calme du contentement m'envahir. Pas d'appel frénétique, pas de demande d'argent urgente, juste le rythme paisible du sommeil de mon fils. Je réalisais qu'en bloquant les numéros et en annulant les paiements, je n'avais pas créé un vide, j'avais fait place à quelque chose de plus vrai, de plus fort que l'obligation. Dans le silence du couloir, je sentis une présence stable et inébranlable. C'était l'homme que j'étais en train de devenir, un père qui refusait de financer l'indifférence, qui gardait le cœur de son fils par-dessus tout. Et je compris que parfois, la paix ne se trouve pas dans le don, mais dans la reconquête de ce qu'on a jadis abandonné. En fermant la porte, derrière la porte, j'ai ressenti un calme inattendu. Le vide à l'autre bout du fil n'était pas une perte. C'était la liberté. Mon téléphone a vibré dans ma poche au moment même où j'empilais des assiettes dans l'évier. Le cliquetis de la céramique contre le métal résonnait dans l'appartement silencieux. Je me suis essuyé les mains sur un torchon, les muscles encore endoloris par le transport de carton chez le déménageur plus tôt dans la journée. 6 mois s'étaient écoulés, mais la précision de ce premier passage de fournisseur à protecteur restait vivace dans mon esprit. J'ai balayé l'écran et j'ai vu la croix de Margaret s'allumer. Un nœud s'est noué dans ma poitrine. Margaret appelait rarement. Elle n'avait jamais eu besoin de moi directement. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur l'icône de réponse. Isaac. Sa voix tremblait, nette et posée comme toujours, mais avec une pointe de vulnérabilité que je n'avais jamais entendue auparavant. Que as-tu fait à maman et papa? Je me suis adossé au comptoir, les bras croisés. J'avais répété cette réponse 100 fois dans ma tête. Une partie de moi s'attendait encore à me sentir coupable de s'excuser et de reprendre pied. Les factures, mais cette histoire était close depuis longtemps. J'ai arrêté de payer leurs factures, dis-je d'un ton neutre. J'eus une inspiration brusque au bout du fil. Et toi, quoi? L'argent me glissait dans la bouche. Je me passais la main dans les cheveux. Tout, l'hypothèque, la voiture, les factures, les médicaments, tout vous revient maintenant. J'arrête de financer ta vie. Le silence s'installa entre nous. Todd, comme un fil. Je regardais la vapeur s'échapper des éviers, sentant l'écho de mes paroles se propager dans la pièce. Margaret parla enfin, la voix crispée par l'incrédulité. Ce sont tes beaux-parents. Je serrai le téléphone plus fort, les jointures s'élargissant. Ils n'ont jamais été mes beaux-parents. Ils n'ont jamais été rien pour moi, juste des gens. Que je payais. J'ai vu une lueur de surprise dans sa réponse, comme si mes mots avaient transpercé ses attentes comme une lame. Ils pensent que tu les punis, dit-elle, même si cela ressemblait plus à une accusation visant ses propres parents qu'à moi. J'ai laissé échapper un petit rire. Faible et inutile. Punition. Il n'y a aucune punition à refuser d'être invisible plus longtemps. Je ne punissais personne. Je me retire du rôle dans lequel ils m'ont joué. Margaret a hésité. Et dans cette pause, j'ai entendu le tondeuse de la vérité. Elle a compris comment elle et sa famille m'avaient traité et Toby. Peut-être qu'elle s'était même sentie coupable. Peut-être que vous auriez dû le faire plus tôt, a-t-elle dit, son ton cru, sans le petit poli de ses dîners de promotion. Son honnêteté m'a surpris plus que son choc antérieur. Elle a clôturé la distance entre nous dans cette seule phrase, éliminant le droit qui avait autrefois défini chaque interaction. Peut-être que j'aurais dû, j'ai admis. Les mots semblaient étranges, plus doux, plus vulnérables que l'habitude. Son souffle a pris. Papa, maman, ils ont toujours dit que tu étais généreux. J'ai éteint l'eau et séché mes mains, arpentant la longueur de la cuisine. Trudeau Place n'était pas grand, mais c'était énorme avec tout l'espace que j'avais sculpté en s'éloignant. Il y a une différence entre la générosité et la prise pour acquise. J'ai dit, la générosité est un cadeau. Être prise pour acquise est un piège. Margaret était à nouveau silencieuse. Je pouvais presque l'entendre des options de pesage pour défendre ses parents ou pour reconnaître ce que j'avais enduré. Enfin, elle a choisi ce dernier. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je ne savais pas à quel point. Sa confession a protégé la statique des vieilles griffes et a ouvert une porte qui n'avait jamais été fermée. Mon fils et récupère ma vie. Me surprenant en étendant une branche d'olive. Pas en demandant à vos parents d'appeler le plombier. Elle gloussa, un petit son de soulagement.
Il va très bien, dit-elle, la voix s'éclaircissant. Ses bras guérissent et il est de retour à la pratique du football. J'ai souri, imaginant mon fils en chargeant le terrain, le vent dans ses cheveux, sans fracture et drame familial. C'est bon à entendre. Margaret a hésité, alors a dit, est-ce que ce serait bien si je visitais papa et maman? A commencé, la voix plus petite. Lorsque vous êtes partis, les choses ont eu du mal pour eux. Ils ne savaient pas comment faire face. J'ai senti ma dérogation à résolution, la vieille impulsion pour les sauver scintiller. Mais j'ai secoué la tête. Ils le comprendront, ai-je dit. Je l'ai fait. Nous l'avons tous fait. Margaret était silencieuse et je l'ai sentie à la recherche de mots. Enfin, elle a dit, prenez soin de vous, Isaac. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les mots me laver. Toi aussi, Margaret. Nous avons raccroché et j'ai mis le téléphone sur le comptoir, le regardant comme s'il tenait tous les restes de ma vie passée. J'ai pressé mes mains contre mes tempes, exhalant une longue respiration. Le silence qui remplissait l'appartement n'était pas solitaire. C'était la promesse d'un nouvel espace sculpté à partir d'anciens liens, un espace que je garderai à chaque once de ma force. Je me suis tourné vers le salon où la lumière de l'après-midi s'est répandue sur la table basse encombrée de briques Lego et de programmes de football. Dans la lueur, j'ai vu quelque chose de clair. La famille n'a pas été définie par l'obligation ou l'attente. Il a été défini par le choix d'être présent, pour honorer mutuellement. L'appel de Margaret avait secoué les murs de ma solitude, mais il n'avait pas renversé la forteresse que j'avais construite autour de mon fils et de moi. J'ai ramassé mon appareil photo, celui que j'avais utilisé pour chroniquer d'innombrables dîners et célébrations que je n'avais jamais vraiment fait partie, et je l'ai mis de côté. L'objectif a pointé vers l'extérieur, mais je voulais me concentrer maintenant sur la guérison, sur la création de nouveaux souvenirs avec Toby dans une maison qui ressemblait à la nôtre. J'exhalais doux et régulier, et je me dirigeais vers la fenêtre. Au-delà du verre, la ville fredonnait de vie. Les gens qui vont à propos de leur routine, ignorant les révolutions silencieuses qui se produisent à l'intérieur de ce petit appartement. J'ai placé ma main sur le verre et fermé les yeux, sentant la chaleur de la résilience fleurir dans ma poitrine. Margaret avait demandé ce que j'avais fait à ses parents. J'avais cessé de payer leurs factures. Mais ce faisant, je m'étais également libéré d'un rôle qui ne m'a jamais servi. J'avais récupéré mon histoire. Et comme je me tenais là, j'ai réalisé que la seule vraie question était ce. Que ferais-je de ma liberté maintenant? J'ai ouvert les yeux et j'ai souri, prêt à le découvrir. J'ai trouvé Toby perché à la table de la cuisine tôt ce samedi matin, le soleil filtrant à travers la fenêtre et les arbres dorés qui ont dansé à travers son nouveau croquis. Il était assis là dans son t-shirt rouge, son casting parti depuis longtemps, remplacé par un contour gris léger qui se courbe autour de son poignet comme un murmure du passé, et je pouvais presque voir l'excitation craqueler dans ses yeux. « Papa, regarde, dit-il, tournant le livre vers moi. Son arbre généalogique a rempli la page, des branches s'étendant vers l'extérieur de son nom au centre. Chaque membre étiqueté dans son écriture prudente. Les noms de Sharon et Henry ont été écrits grands et fermes, leurs paroles ont souligné 2 fois. Sous maman, il y avait simplement une boîte vide. À côté, il a tapé de minuscules lettres. Ne m'aime pas bien. Je me suis installé sur la chaise à côté de lui, mon cœur se resserrant à l'honnêteté que seul un enfant pouvait rassembler et que seule une âme négligée pouvait invoquer la force à admettre. Il avait effacé et redessiné, peaufinant les angles de branches jusqu'à ce qu'ils aient l'air bien, et je pouvais dire qu'il avait lutté avec la décision de quitter cet espace. « Êtes-vous sûr » ai-je demandé d'une voix douce. Les années de conviction de mes propres choix ont monté à ma gorge, me tentant de le dire d'une autre vérité austère. Mais j'ai vu la certitude calme dans son regard. « Je veux des gens dans mon histoire qui se présentent, a-t-il répondu, firme vocale et sans doute. La conviction de son petit cadre m'a stupéfait. Un garçon qui venait de résister à un rift de bras et de famille cassée comprenait désormais le pouvoir de sélectionner l'entreprise que nous gardons. Je me suis penché en avant, étudiant le réseau complexe de lignes de crayon. Sous les grands-parents, il avait dessiné une branche arcante et écrit les 2 ensembles de grands-parents, Sharon et Henry, d'un côté. Il avait esquissément esquissé les parents de Camille sur l'autre, seulement pour ramener leur nom. L'effacement détacha. Laissé de faibles ombres de lettres qui lisent, Victor et Morin Cross. Il avait même griffonné de petites excuses à côté de la tâche. Peut-être plus tard. Sa vulnérabilité m'a saisi, révélant à quel point son désir de connexion authentique s'est profondément. Pourtant,
Il savait mieux que d'assumer l'affection là où il n'existait pas. Quand j'ai emplé son épaule, il n'a pas tressailli. Il a glissé le carnet de croquis fermé et a rencontré mes yeux. Papa, dit-il, voix basse et mesurée. C'est qui je suis. Les gens qui m'aiment et j'aime en retour. C'est ma famille. Il a incliné la tête comme si j'attendais que je confirme sa révélation avec la révérence qu'elle méritait. J'ai avalé la bosse dans ma gorge menaçant de renverser le cœur tiré qu'il ne s'apprêtait pas. Tu as raison, Bud, dis-je, tendant la main pour exploiter le cœur tiré à côté de son nom. Il y a un arbre généalogique, et vous pourrez choisir qui y grandissait. Une fierté silencieuse que seule la vérité peut inspirer. J'ai hésité pour un battement, puis j'ai glissé mon téléphone de ma poche et j'ai allumé l'appareil photo. Son sourire s'écarquillait alors que je prenais une photo, le flash capturant la douce lumière du matin et la lueur sérieuse dans ses yeux. Cela va dans ma galerie, j'ai promis, de ne pas partager avec tout le monde, juste pour nous, de se souvenir de ce qui compte vraiment. Il hocha la tête, fermant le livre avec une douce patte, puis glissa de la chaise pour serrer ma taille. Merci, papa. Dans cette étreinte, je me sentais plus connecté à lui que jamais. Nous avions résisté aux lumières de l'hôpital et aux os cassés et aux trahisons familiaux. Et pourtant, nous y étions, deux âmes attachées par l'amour, plus fortes que n'importe quel contrat. Il a continué à bavarder sur la façon dont il pourrait colorer les succursales, peut-être donner au nom de grand-mère Sharon une étoile d'or, peut-être dessiner un ballon de football à côté du sien. J'ai écouté, m'émerveillant par la façon dont son imagination a infusé des objets de tous les jours en signification. Il apprenait à définir sa branche d'identité par branche. Et j'ai été honoré de le guider à travers ce processus. Plus tard, j'ai encadré une petite reproduction de son dessin sur le mur de notre salon, un lieu d'honneur à côté d'une photo de Toby lors de son premier jour à l'école après la sortie du casting. L'arbre généalogique encadré était suspendu au-dessus de notre canapé, un témoignage de l'honnêteté et du pouvoir de l'amour gagné plutôt que supposé. Chaque soir, alors que je me suis installé avec un livre ou à régler le téléviseur de son émission de jeux préférée, j'ai aperçu ses marques de crayon audacieuses et je me suis souvenu de la leçon qu'il m'avait appris. Cette appartenance est un choix, pas une obligation. Cet après-midi-là, nous avons pris le dessin et étalé des crayons de couleur sur la table à manger. Ensemble, nous avons ajouté des détails. Une fleur lumineuse à côté du nom de Sharon, une pile de livres à côté de Henry, et un petit trophée à côté de la propre branche de Toby pour sa bravoure. Nous avons quitté l'endroit pour Camille Blanc, mais j'ai senti une possibilité scintillant dans l'espace vide. Une invitation à la croissance si et quand une véritable affection la remplit. Toby a esquissé une petite bannière de bienvenue au-dessus de son arbre, et j'ai ressenti la douceur du pardon dans cet acte tendre. Alors que le soleil plongeait derrière les toits, lavant la pièce dans une lueur orange douce, j'ai réalisé que notre maison devenait son propre sanctuaire, un endroit où nous avons défini la famille par la présence et la dévotion. J'ai ébouriffé les cheveux de Toby et j'ai souri au dessin. C'est notre famille, dis-je, enracinée dans l'amour, arrosée par la vérité. Il m'a rayé et je savais que peu importe les tempêtes qui nous attendaient, nous nous tenons fermement ensemble. Parce qu'en fin de compte, l'héritage n'est pas construit sur la commodité ou le non seul. Il est construit sur les choix que nous faisons pour être là les uns pour les autres, branche by branche, yard by yard. Il a fallu 4 semaines avant que le nom de Camille ne remette sur mon téléphone. Et à ce moment-là, la nouveauté de ma paix retrouvée s'était installée en quelque chose de plus profond, stable, comme le rythme de la respiration de Toby à côté de moi pendant qu'il dormait. Je lisais tard dans la soirée, ma lampe de bureau jetant une douce piscine de lumière sur des livres ouverts et des papiers dispersés lorsque l'appel est passé. Je m'arrêtai, surpris par une ondulation d'appréhension qui n'avait rien à voir avec l'argent. Je savais exactement ce qu'elle dirait, et pourtant mon cœur a sauté en tapant l'icône verte. Isaac, a commencé Camille, voix serrée avec un calme forcé. Elle sonnait comme si elle se tenait dans le garage, la porte au-dessus de la porte se fermait, des lumières fluorescentes fredonnant au-dessus. Pouvez-vous expliquer pourquoi l'assurance est annulée? Ces mots ont été coupés, semblables à une entreprise, masquant la panique en dessous. Ma poitrine s'est resserrée. L'assurance était une chose, mais j'avais déjà déplacé les services publics et les prêts. J'ai étudié ma voix. Le débit automatique n'a pas été passé, ai-je dit. J'ai désactivé tous les paiements. Une forte consommation de respiration a parcouru la ligne. La faible sifflure de son exaspération s'enroula autour de chaque syllabe. Vous avez tout arrêté. Mais comment sommes-nous censés gérer le paiement hypothécaire, la facture d'électricité, l'assurance automobile?
Elle les a énumérés comme des accusations. Je pouvais presque la voir essuyer la sueur de son front alors qu'elle faisait rythmer le sol de la cuisine. Je me penchai en arrière sur ma chaise, croisant les bras. Je ne suis plus votre colonne vertébrale financière, ai-je répondu uniformément, ressentant le pouvoir de ces mots. Ils étaient simples mais définitifs, comme un verdict rendu et livré. La prochaine respiration de Camille a été une tentative fragile de sang-froid. Vous me punissant pour un dîner, a-t-elle exigé. Mon pouls est accéléré, la mémoire se déplaçant comme une marée sombre. Les murs de l'eau de Javel de cette ère, les yeux effrayés de Toby, le texte qui avait brillé comme de l'acide sur mon écran. Nous sommes occupés avec le dîner de promotion de Margaret. Tu ne peux pas le gérer toi-même? J'ai pressé mes doigts vers mon temple comme si j'essayais de réprimer une tempête. Un dîner? Demandai-je doucement, laissant l'incroyable tranchant mes mots. Essayez 8 ans d'anniversaire sauté, de jeux scolaires manqués et de silence lorsque notre fils a crié pour sa mère. Le silence m'a répondu longtemps et en lambeaux jusqu'à ce que la voix de Camille revienne, tremblant. Je suis désolé, commença-t-elle, provisoire. Je ne savais pas. Les excuses étaient suspendues dans l'espace entre nous, comme un fragile. De navigation de bateau sur une mer turbulente. J'ai fermé les yeux, me rappelant que cette conversation ne concernait pas la vengeance, mais sur les limites. Des lignes tracées pour protéger mon fils et moi-même d'une nouvelle érosion. Je vous ai averti, dis-je tranquillement, en choisissant le calme plutôt que la colère. Je vous ai dit combien de fois je porte cette famille sur le dos. Je vous ai dit que l'argent ne pouvait pas acheter de l'amour, mais vous n'avez jamais écouté. J'ai inhalé profondément. Je ne suis pas là pour m'excuser d'avoir récupéré ma vie. Les mots suivants de Camille crépitaient de blâme. Margaret, mes parents, ils pensent que vous nous faites souffrir. Elle s'arrêta, puis a ajouté une ruée, ils pensent que vous nous détestez. Sa voix craqua ce dernier mot comme si cela lui faisait mal de le dire. J'ai respiré lentement et j'ai imaginé Toby allongé en sécurité dans son lit, des années de trahison derrière lui, rêvant de dîner de spaghettis avec la grand-mère Sharon. Cette image m'a stabilisé. Je ne déteste personne, dis-je attentivement. J'ai seulement appris que l'amour et les soins doivent être donnés librement, et non extraits par obligation financière. Je laisse le silence s'étendre à nouveau, plus fort que n'importe quel argument. Elle a dû avaler fort. Si jamais vous vous souciez de nous, a-t-elle commencé, mais s'est arrêtée comme si vous réalisiez une confession au milieu de la phrase. Si vous vous souciez de moi, vous comprendrez à quel point les choses sont difficiles. Je fermai mon livre et monte pour rythmer le sol du bois. Mes pas étaient délibérés, en écho dans le silence. Je comprends que je peux offrir mon fils. C'est ma priorité maintenant. Camille semblait distante, un bruit de démission plutôt que de soulagement. Que suis-je censé faire? Mon ton était plus doux qu'auparavant. Ça. Je vais essayer, dit-elle, petite voix. J'ai avalé les derniers échos du ressentiment et adouci mon ton. J'espère que vous le faites, dis-je, surprenant même moi-même avec la douceur qui a glissé. Pour l'amour de Toby, le silence, puis une seule respiration. D'accord, a enfin dit Camille. J'ai fermé les yeux et j'ai offert une prière silencieuse pour elle et pour ses parents, qu'ils pourraient apprendre ce que j'avais appris. Cet amour ne peut pas être acheté et soutenir le fait de faire couler les deux façons. Gaudi, Camille, j'ai dit mon téléphone sur le bureau, appuyant sur mes doigts ensemble alors que je suis expiré. Il dormait encore, des membres jouaient sur le lit, respirant facilement. Je me suis assis sur le bord du matelas et j'ai brossé ses cheveux de son front. Sa résilience tranquille. Sa boîte vide, maintenant encadrée par la force, pas la douleur, était toute la réponse dont j'avais besoin. Je me suis tenu et je me tournai vers la fenêtre, regardant le ciel passer de l'indigo à la rose. L'appel de Camille avait été ce à quoi je m'attendais. Pourtant, il m'avait encore secoué. Mais alors que je respirais dans l'air frais du matin, j'ai senti la vérité s'installer dans ma poitrine comme une promesse. J'avais choisi la présence sur l'obligation, l'amour pour le sacrifice. Et dans ce choix, j'étais devenu l'homme et le père que j'étais toujours censé être. 6 mois plus tard, l'appartement était vivant avec la tire des voitures jouées sur les planchers de bois franc, le bruissement des chaussettes de football qui se sont arrêtées et le bourdonnement régulier du petit radiateur dans le coin. Je me suis accroupi à côté de la table basse, triant une mosaïque mélangée de Lego, des briques rouges, bleues et jaunes formant le fondement instable d'une forteresse. Toby a insisté pour que nous construisions ensemble. Il s'agenouilla en face de moi, la langue piant du coin de sa bouche et une concentration intense.
Son casting a disparu depuis longtemps, remplacé par une faible ligne grise retraçant le contour de l'os guéri. Mais chaque fois qu'il fléchissait son poignet, je lui rappelais doucement de faire attention, parce que j'ai appris à quel point un corps et un cœur pouvaient être fragiles. La forteresse a grandi en brique, et avec elle un sentiment de sérénité que je ne connaissais pas depuis des années. L'écho doux du rire de mon fils alors qu'il teste une rampe. L'éclat lumineux de la lumière de l'après-midi à travers les vitres et le clic solide de chaque pièce se verrouille en place sous nos mains prudentes. Lorsque Toby a repoussé et a déclaré notre chef-d'œuvre terminé, nous l'avons tenu sur le rebord de la fenêtre pour inspection. Il me sourit, ses yeux châtaigniers brillants et ont dit « C'est parfait, papa. » Tout comme nous. J'ai ressenti de la chaleur à travers moi, le genre qui inonde la poitrine d'un homme quand il se rend compte qu'il a construit quelque chose de réel et de durable. J'ai ébouriffé ses cheveux noirs, fier de la façon dont il se tenait debout à côté de notre triomphe de briques en plastique. À l'extérieur de la fenêtre, les toits de la ville se trouvaient différents en gris. Mais ici, notre forteresse a retenu chaque ombre. Ouais, dis-je, la voix étouffée de gratitude. Tout comme nous. Ce soir-là après le dîner, des spaghettis simples et des boulettes de viande gracieuseté de grand-mère Sharon. Toujours mieux que n'importe quelle recette étoilée Michelin, je me suis installé dans mon propre rituel silencieux. J'ai tiré l'arbre généalogique de Toby du mur et je l'ai étudié sous la lueur de ma lampe de bureau. Les noms de Sharon et Henry étaient désormais ancrés de marqueurs permanents audacieux entourés d'un halo d'étoiles et de cœurs que Toby avait dessinés. En dessous de l'espace pour Camille est resté vide, un témoignage silencieux de son choix. Et aux côtés de son propre nom, j'avais ajouté ma propre épanouissement, une caméra marquant mon rôle de chroniqueur de notre nouvelle histoire. J'ai tracé les lignes de crayon avec un doigt et j'ai réfléchi au jour où il a griffonné cette boîte vide pour la première fois. Même alors, j'avais vu les graines de résilience dans son jeune cœur. Mon téléphone bourdonnait d'un texte de Margaret. Pas un plaidoyer ou une demande, mais un simple « Pouvons-nous inviter grand-mère Sharon au match de football de Toby ce samedi ?» Mon pouls flottait, pris entre la vieille défensive et la possibilité d'une réconciliation prudente. J'ai tapé, je l'ai déjà fait, et j'ai frappé sans avant de pouvoir me rejeter moi-même. Je voulais garder notre famille petite, délimitée par l'amour que nous savions réel. Mais je reconnais aussi trop tôt pour Camille et ses parents. Le matin, nous nous sommes empilés dans ma berline Beat-Up, le moindre véhicule de luxe de notre vieille vie, et nous avons conduit au champ de football de la communauté. Champ, encadrant une ligne de vue parfaite sur le terrain. Objectif récupéré pour capturer des moments de joie authentiques plutôt que de forcer les célébrations. Le coup de sifflet a soufflé, strident et décisif, et le jeu a commencé dans une vague de jambes et de rire. Toby s'éteint et esquiva, son bras sans fond pompant alors qu'il chassait le ballon avec détermination qui avait dépassé ses adversaires. Chaque fois qu'il marquait, il jetait un coup d'œil, les yeux brillants comme pour partager la victoire. Derrière la ligne de parents, j'ai repéré la grand-mère Sharon en agitant une couverture de pique-nique à carreaux et en tenant 2 simulations de voyage. J'ai fait signe de retour, gonflement du cœur. La voyant là-bas, une grand-mère qui s'est présentée, qui a fait du temps, qui l'aimait inconditionnellement, se sentait comme le dernier morceau d'un portrait de famille finalement terminé. À la mi-temps, j'ai rassemblé Toby et Sharon sous un linentri. Il a serré une bouteille d'eau, respirant fort mais souriant, et Sharon m'a tendu un thermos de thé chaud. Il fait à merveille, dit-elle, fierté rayonnant de sa voix. J'ai hoché la tête, regardant les autres joueurs remonter. Je me suis souvenu des nuits que je dépensais de brouillage pour que les fonds puissent payer pour les séjours à l'hôpital et les dîners la famille de Camille n'a jamais reconnus. Ces nuits s'étaient senties infinies, mais maintenant elles étaient des échos lointains remplacés par des après-midi tranquilles comme celui-ci. Encadrés par l'amour partagé et le respect mutuel. Alors que le coup de sifflet final et le jeu se terminaient par un tirage au sort, Toby leva vers moi, les jambes donnant des touffes d'herbe. Il s'est jeté dans mes bras, essoufflé d'excitation. Je l'ai ramassé, le faisant tourner une fois avant de le décrocher doucement. Il a pointé vers les stands où Sharon applaudit avec un véritable délice. J'ai levé mes propres mains dans une joie triomphante, souriant à la mémoire de la distance que nous avions. En sortant du terrain, Toby a bavardé sur le prochain match, sur la pratique des coups francs dans notre arrière-cour, sur la construction d'une autre forteresse Lego. J'ai écouté, chaque mot une brique dans le fondement de notre avenir commun. J'ai alors réalisé que la maison n'était pas un espace physique, mais la présence de quelqu'un qui vous voit, qui se présente, qui vous tient à vos côtés lorsque le monde tourne le dos. J'ai senti le poids des vieux fardeaux se soulève de mes épaules avec toutes les étapes confiantes qu'il a franchies. Ce soir-là,
Alors que nous nous étions en train de nous installer dans notre salon avec du popcorn et un film, j'ai regardé autour de notre modeste appartement, ses murs bordés de dessins de Toby, nos photos encadrées de joie simple, notre forteresse Lego perchée fièrement sur le rebord de la fenêtre. L'air était épais de contentement. L'homme qui croyait une fois que l'appartenance pouvait être achetée a finalement appris que la seule monnaie importante était le temps, l'attention et l'authenticité. J'ai tendu la main et serré le genou de Toby. Il me leva les yeux lourds de sommeil mais brillants de bonheur. « Avez-vous l'impression d'appartenir ici maintenant, mon pote ?» ai-je demandé doucement. Il hocha la tête, se blottissant dans les coussins du canapé. « Je le fais, papa. Avec toi et grand-mère Sharon, je suis là où je suis censé être. » J'ai tourné mon regard vers la fenêtre où la dernière lumière de la journée s'estompe en une tapisserie d'étoiles. Je ressentais la douleur familière de gratitude se répandre dans ma poitrine. J'avais passé une décennie à essayer d'appartenir à une maison qui ne m'a jamais vu. Mais ici dans ce petit appartement, j'avais construit une maison qui n'avait pas besoin de preuves, de ne présenter que de mesurer. Et dans cette vérité silencieuse, j'avais trouvé tout ce qui avait été regardé.